Bonjour. Alors, pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire, afin de pouvoir proposer un traitement approprié à votre patient chez qui on a découvert un nodule cancéreux, vraisemblablement sur l'imagerie, vous devez faire un bilan, et notamment un bilan de l'hépatopathie sous-jacente, savoir s'il existe une cirrhose, une insuffisance hépatocellulaire, une hypertension portale. Alors là, on ne rentre pas dans les scores de Baveno, ça n'existe pas pour le carcinome hépatocellulaire, je tiens à vous le dire pour la fibroscopie. Et vous allez évaluer le score Child. Deuxièmement, il faut connaître les caractéristiques tumorales, le nombre de tumeurs, la taille des tumeurs. Est-ce qu'il existe une invasion vasculaire, une thrombose portale? Est-ce qu'il existe des métastases extra-hépatiques? Vous devez doser l'alpha-fétoprotéine. Et de plus en plus souvent, il faut faire une confirmation histologique. En général, on fait une biopsie en foie tumoral et en foie non tumoral. Troisièmement, il faut bien entendu évaluer l'état général de votre patient. C'est le score OMS ou le score PS et évaluer les comorbidités. Avec cela, vous êtes obligé de regarder si votre patient a la chance d'avoir des petites tumeurs et être en âge d'avoir une transplantation hépatique. Vous êtes obligé d'évaluer votre tumeur selon le score alpha-fétoprotéine qui remplace les critères de Milan. Les critères de Milan, pour entrer dans les critères de Milan, c'était une tumeur jusqu'à 5 cm ou 3 tumeurs de moins de 3 cm. Le score alpha-fétoprotéine va attribuer des points au diamètre de la tumeur, au nombre de nodules, et va rajouter l'alpha-fétoprotéine. Et avec cela, vous avez un score. Si vous avez un score de moins ou jusqu'à 2, vous pouvez proposer, si le patient peut avoir une transplantation, vous pouvez lui proposer une transplantation. Enfin, il peut rentrer dans les critères, et vous voyez la différence, effectivement... Voilà. Et vous voyez les courbes de survie lorsque vous transplantez quelqu'un avec un score alpha-fétoprotéine de moins de 2 et en dessous avec un score alpha-fétoprotéine de plus de 2. Bien, maintenant il faut évaluer le stade Barcelone. Ça c'est essentiel pour pouvoir proposer un traitement à votre patient. Alors d'abord, si vous voyez à gauche, soit vous avez un score Barcelone A, c'est-à-dire que vous avez des nodules qui font partie du Milan, avec des petits nodules. Le patient est Child A et il est en très bon état général. Ces patients-là, on va leur proposer un traitement curatif, resection, transplantation hépatique, voire radiofréquence, et l'espérance de vie est de plus de 60 mois. On va surtout s'intéresser au stade intermédiaire Barcelone B et Barcelone C. Le Barcelone B, donc vous avez les images, c'est en fait une tumeur multinodulaire avec un patient qui est Child A jusqu'à B7 et il est en bon état général. Ceux-là, on va leur proposer en règle générale une chimioembolisation. On va revoir après les traitements plus en détail. Le Barcelone C, c'est une tumeur qui va envahir souvent avec une thrombospore. Il peut exister des métastases. Le patient est quand même en bon état général, mais on va surtout leur proposer des traitements systémiques. Je ne vous parlerai pas évidemment du Barcelone D, où c'est du traitement symptomatique parce que le patient n'est pas en état de recevoir des traitements. Alors, c'est difficile de parler de traitement non chirurgical, c'est-à-dire le premier, c'est la radiofréquence ou la thermoablation, sans parler de chirurgie. Parce qu'un patient qui a un petit ou des petits nodules, il va falloir, et qui peut avoir soit de la radiofréquence, on va mettre en parallèle la radiofréquence et la chirurgie, c'est-à-dire que si votre patient a une cirrhose et des petits nodules, on va plutôt lui proposer une thermoablation. Alors la thermoablation, on dit ça parce que ça regroupe plusieurs techniques radiologiques, radiofréquence, micro-ondes. C'est des techniques où on chauffe à plus de 70 degrés, mais enfin le résultat est à peu près le même. Donc s'il y a une cirrhose, plutôt de la thermoablation. S'il y a un nodule unique de moins de 3 cm, vous allez plutôt proposer une thermoablation. Par contre, s'il fait plus de 3 cm, vous allez plutôt lui proposer de la chirurgie. Si vous avez 2 ou 3 nodules qui sont dans des segments éloignés, vous allez plutôt lui proposer une thermoablation, et sinon, de la chirurgie, puis ça dépend s'il y a un projet de transplantation ou pas. Alors là, c'est la stratégie du traitement en 2012.
palliatif à l'époque, palliatif, du carcinome hépatocellulaire. Et vous voyez, c'est assez basique finalement. À gauche, les stades précoces avec la chirurgie, la transplantation, la radiofréquence. Au milieu, le stade intermédiaire, donc cette tumeur qui est quand même assez importante, mais le patient est en bon état général. Et on proposait de la chimio-embolisation. Et sinon, c'était des traitements, le sorafénib, etc. Ça, c'est 2012. Et maintenant, vous allez voir en 2022. Alors, regardez pas tout, simplement, vous pouvez voir qu'il y a un panel thérapeutique très important. Et donc, ce qui est surtout important, c'est si on prend ce stade intermédiaire d'un foie, d'une tumeur multinodulaire, avec un bon état général, vous allez probablement lui proposer de la chimio-embolisation avec une espérance de vie de 2 à 5 ans. Mais on va pouvoir éventuellement, si ce traitement marche bien, on va pouvoir éventuellement lui reproposer, peut-être ce qu'on appelle du downstaging. Il va pouvoir repasser éventuellement en transplantation. Et ça, c'est important. Alors, dans plusieurs domaines, vous allez voir ça. Mais en fait, après un premier traitement, il ne faut pas hésiter à représenter le patient en RCP. Donc, indispensable de présenter le dossier en RCP qui définira le traitement de première intention, le plus approprié selon cette classification Barcelone. Actuellement, un traitement de seconde ligne ne doit pas être forcément moins curatif que le traitement de première ligne. Et il faut donc représenter le dossier. Exemple, après une chimio-embolisation, vous pouvez éventuellement proposer le patient pour une transplantation, si évidemment il a l'âge et ceci, cela. Alors, les traitements intra-artériels, 2 types de traitements intra-artériels, c'est la chimio-embolisation et la radio-embolisation. La chimio-embolisation, vous voyez son efficacité, elle va agir par ischémie cytotoxique, on va injecter une drogue émulsionnée dans du lipiodol. Et puis la radio-embolisation, c'est différent puisque vous allez injecter des billes qui sont marquées à l'yttrium 90 et qui vont rayonner toute la tumeur, dans la tumeur. Alors, la chimio-embolisation, alors 2 étapes. La première étape, c'est une injection dans l'artère tumorale. On cathétérise l'artère tumorale et on va envoyer une émulsion d'agents cytotoxiques avec du lipiodol. La deuxième étape, c'est l'embolisation avec de la gélatine ou des embosphères, ce qui va permettre de créer une ischémie locale et d'augmenter donc le temps de transit de la chimio dans la tumeur et d'éviter de diffuser en dehors de la tumeur dans le foie adjacent. Alors, vous voyez sur cette diapositive les tumeurs du foie droit. Vous avez 2 tumeurs. Et puis, vous allez faire votre chimio-embolisation. Et vous allez voir, on voit très nettement la prise de contraste de la chimio-embolisation au niveau de la tumeur. Il faut évaluer l'efficacité de la chimio-embolisation, comme d'ailleurs l'efficacité de la radiofréquence, avec une imagerie 1 mois après le geste. Ici, vous avez des images de scanner sans injection, et donc vous voyez bien que les 2 tumeurs ont bien pris le lipiodol. Les résultats à large échelle de cette chimio-embolisation, en fait, sur plus de 10 000 patients, on voit que la médiane de survie est aux alentours de 20 mois. Les contre-indications à la chimio-embolisation, alors on a des contre-indications absolues, c'est la cirrhose décompensée, lorsque le Child-Peuil est supérieur à 8, lorsque la bilirubine est supérieure à 35 micromoles, lorsque la tumeur extensive atteint massivement les 2 lobes, lorsqu'il existe une thrombose portale tronculaire, parce que si elle n'est pas tronculaire, on peut toujours faire de la chimio-embolisation, lorsqu'il existe des métastases extra-hépatiques, lorsqu'il existe une contre-indication technique, avec notamment une fistule artério-veineuse non traitable, ou évidemment en cas d'insuffisance rénale sévère. Et les contre-indications relatives, c'est la taille de la tumeur de plus de 10 cm parce que ça ne sera pas assez efficace, lorsqu'il existe des comorbidités sévères ou lorsque les varices œsophagiennes ne sont pas traitées. Les complications de la chimio-embolisation, alors les plus fréquentes, c'est le syndrome post-embolisation, avec des douleurs abdominales, la fièvre et une cytolyse hépatique, dans plus de 80% des cas, mais ce n'est pas très important non plus, comme symptôme. Il y a une insuffisance hépatique qui peut survenir dans un peu plus de 10% des cas, une hémorragie digestive par rupture de varices ou saignement d'un ulcère dans 6% des cas. Et les complications les moins fréquentes, je vous les ai citées, l'abcès tumoral, la thrombose de la veine porte, etc.
Alors, la radioembolisation, donc c'est la deuxième technique par voie artérielle. L'enjeu, c'est d'envoyer de très fortes doses d'irradiation au sein de la tumeur, avec une irradiation faible au niveau du foie avoisinant. Le principe, c'est d'injecter dans l'artère hépatique des microsphères marquées à l'yttrium 90. Alors, vous avez d'abord une phase de ce qu'on appelle de work-up, de préparation, où on va injecter des macro-agrégats d'albumine marqués au technetium 99 qui permettent de cibler la tumeur, de repérer les chintes hépato-pulmonaires, regarder s'il y a une fixation extra-hépatique et de calculer l'activité d'yttrium. Et puis, 10 à 15 jours plus tard, vous faites le traitement, vous allez injecter les microsphères marquées à l'yttrium 90. La tolérance est bien meilleure que pour la chimio-embolisation. Parfois une asthénie, quelques douleurs abdominales, fébricules transitoires. Il peut y avoir aussi une toxicité des organes avoisinants comme la vésicule, l'estomac. Alors les indications de la radioembolisation, c'est surtout les mauvais candidats à la chimio-embolisation et notamment à chaque fois qu'il y a une thrombose portale néoplasique, on va beaucoup plus facilement faire de la radioembolisation qu'une chimio-embolisation. C'est les patients qui progressent aussi sous chimio-embolisation. Et puis, c'est des patients en attente de transplantation hépatique. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les contre-indications, c'est la bilirubine supérieure à 35 micromoles lorsqu'il existe une acide ou lorsqu'il existe des chintes hépatopulmonaires de plus de 20%. Alors, les résultats de la radioembolisation en fonction des stades du CHC, en fonction de s'il est Barcelone A, B ou C, on va surtout regarder ce qui nous intéresse, c'est la courbe rouge, parce que c'est souvent dans cette... chez ces patients-là qui sont Barcelone B avec une tumeur qui est grosse, avec une thrombose portale. Et vous voyez que la survie médiane est à 19,5 mois. Alors, la radioembolisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important, c'est la dosimétrie qui est importante. Au début, les résultats des études n'étaient pas très bonnes parce qu'en fait, ils n'étaient pas assez dosés, la dose de Gray n'était pas assez importante. Et pour avoir une bonne efficacité, vous allez juste regarder l'image du haut et vous voyez votre tumeur ici. Après, vous envoyez les agrégats d'albumine. Donc ça va montrer, ça va délimiter la tumeur, et 10 jours après, vous allez injecter l'yttrium, et ça prend bien toute la tumeur. Et ça, c'est vraiment le résultat optimal. Alors, la radioembolisation prolonge le temps à progression, mais pas la survie par rapport à la chimioembolisation. Ça, c'est important, parce que vous voyez, il y a quand même une nette différence entre la chimioembolisation et la radioembolisation pour le temps à progression. Et c'est là qu'on peut jouer, notamment pour les patients qui sont en liste de transplantation, qui nécessitent un traitement. Le risque de progression est beaucoup plus lent et moins important avec la radioembolisation. Alors, l'évaluation de la réponse tumorale, alors là, par contre, il faut se donner du temps. Autant c'était à 1 mois après radiofréquence et chimioembolisation. Pour la radioembolisation, il faut attendre plus longtemps. Vous avez votre tumeur du dôme qui est à gauche, et puis vous voyez ici 3 mois après, et puis 6 mois après, l'efficacité. Donc il faut souvent, donc en tout cas on fait une imagerie à 3 mois et à 6 mois pour voir l'efficacité totale de la méthode. Alors les traitements systémiques maintenant, à qui vont-ils s'adresser ? Alors, essentiellement, les carcinomes hépatocellulaires avancés, c'est-à-dire que le Barcelone stade C, donc je vous rappelle, c'est une tumeur avec invasion portale, ou quand il y a des tumeurs extra-hépatiques, mais avec une fonction hépatique quand même conservée, et un état physique satisfaisant avec un PS ou un MS inférieur à 2. Ça peut être aussi en cas de Barcelone A ou B, s'il y a une contre-indication ou en cas d'échec des traitements locaux régionaux. Alors, les premiers traitements qui ont montré leur efficacité, c'est les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Alors, ça cible essentiellement le VEGF qui inhibe la prolifération cellulaire.
Et donc, ça agit sur la néoangiogénèse. Et les trois molécules, la première molécule qui a montré son efficacité, c'est donc le sorafenib, le Nexavar. C'est l'étude Sharp en 2008, qui a montré une médiane de survie de 10,7 mois versus 7,9 mois pour le placebo. La deuxième molécule, c'est le regorafenib, c'est l'étude Resource. En deuxième ligne, la survie générale est à 10,6 mois versus 7,8 pour le placebo. Et le cabozantinib, en deuxième et troisième ligne, la survie générale, la survie globale est à 10,2 mois versus 8 mois pour le placebo. Ces trois molécules ont eu l'AMM dans le carcinome hépatocellulaire avancé. Alors comment ça agit? Ça agit au niveau du VEGF. Donc le VEGF, il est là, il est sur votre cellule endothéliale, et c'est un vecteur qui va entraîner une cascade de signaux qui va entraîner une prolifération des cellules endothéliales immatures. Donc en fait, le but, c'est d'aller inhiber ce VEGF, et c'est notamment le Nexavar qui agit à ce niveau-là. La deuxième révolution, ça c'est plutôt une révolution, c'est l'immunothérapie qui va cibler plusieurs immune checkpoints impliqués dans la réponse immunitaire. Et là, vous avez des récepteurs au niveau de la cellule tumorale, qui est le PDL1. Et le PDL1, en se fixant, en se liant au PD1, va inhiber la réponse immunitaire et la réponse cytotoxique des lymphocytes T et la production de cytokines. Donc toutes les molécules, et notamment, on va vous en reparler, de l'atezolizumab, qui est un anti-PDL1, ou du trimellubia, qui est un anti-PD1 ou CDLR4, ça va réveiller la réponse immunitaire. Alors, quel traitement systémique? Dans cette immunothérapie, on a essayé l'immunothérapie seule, ça a été très décevant, il y a eu pas mal d'études faites, c'est décevant. Par contre, il y a une super étude, c'est l'étude IMBRAVE 150, qui a associé le atezolizumab, qui est un anti-PDL1, au bevacizumab, qui est un anti-VEGF, un inhibiteur de la tyrosine kinase, et la survie globale est à 19,2 mois versus 13,4 pour le sorafenib, avec un taux de réponse RECIST. Le taux de réponse RECIST, c'est le taux radiologique qui montre la nécrose tumorale, 30% versus 11%. Cette bithérapie a eu l'AMM et le remboursement en 2021, et c'est maintenant le traitement systémique de référence des carcinomes hépatocellulaires avancés en première ligne. Voici l'étude IMBRAVE 150 qui avait stratifié les patients en fonction de leur origine, de leur pays d'origine, du stade physique, s'il y avait une invasion macrovasculaire, des métastases, et en fonction aussi du taux d'alpha-fétoprotéine. Deux groupes, atezo 1200, ça se passe en perfusion toutes les 3 semaines, plus bevacizumab 15 mg kg, et deuxième bras, sorafenib 400 mg, et vous allez voir l'efficacité, effectivement, puisque vous voyez sur la ligne du haut la survie globale atezo-beva versus sorafenib avec une nette amélioration de la survie globale. Alors, les effets secondaires, toutes causes. Alors, vous avez dans cette étude, effectivement, côté à droite, les effets secondaires du sorafenib. Le sorafenib, tout ce qui est inhibiteur tyrosine kinase, c'est quand même pas très bien supporté. Ça entraîne des fatigues importantes, des amaigrissements et un syndrome main-pied. C'est pas toujours bien supporté. Et quand les patients ont des cancers et qu'ils peuvent plus sortir chez eux, c'est quand même un peu embêtant. Alors que pour l'immunothérapie, donc là, c'est de ce côté, c'est quand même mieux supporté. Il y a des effets surtout immunomédiés, avec, on peut avoir des colites, on peut avoir une diarrhée, donc on peut une asthénie. Bon, il faut effectivement faire très attention, mais en général, c'est mieux toléré que les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Alors évidemment, on a évalué la combinaison de différentes classes d'immunothérapie qui bloquent différents checkpoints et qui permettent d'optimiser les résultats. Et c'est l'étude Himalaya. C'est l'étude de phase 3 qui évalue le durvalumab. Donc lui, c'est un anti-PDL1, donc qui est au niveau du lymphocyte T, et tremelimumab, qui est un anti-CDLA4, versus sorafenib en première ligne chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire.
Donc c'est pareil, ils ont été stratifiés les patients en fonction de leur étiologie, s'il y avait des invasions macrovasculaires, de leur état physique. Il y a eu 4 bras. On va pas regarder ce bras-là parce qu'il a été arrêté rapidement parce que la dose était trop faible. Donc il y avait un bras d'Urva en monothérapie, un autre bras d'Urva plus tremelimumab en bithérapie, version sorafenib. Et vous voyez donc l'efficacité de cette bithérapie, puisque vous avez une survie globale médiane à 16,4 mois dans le groupe bithérapie trimé plus Durva, versus 13,8 dans le groupe sorafenib. Alors, sur les 2 dernières années, il y a donc 2 avancées majeures dans le traitement du CHC avancé. L'étude IMBRAVE 150, donc association Atezo pour Beva, qui est une étude positive et qui a l'AMM, qui est notre référence pour ces patients avec un carcinome avancé. Et l'étude Himalaya, que je viens de vous présenter, qui est positive, mais pour l'instant qui n'a pas l'AMM. Donc, le traitement systémique palliatif du CHC avancé. Vous voyez, donc, on propose d'abord l'Atezo-Beva. S'il y a un échec, on va proposer soit du SORA, soit l'envatinib. L'envatinib, il y a moins d'effets secondaires, moins de syndrome main-pied, il peut y avoir de l'hypertension, mais ça n'a pas l'AMM, ça a l'AMM pour le cancer de la thyroïde, mais pas pour le cancer, pour l'instant, le CHC, bon, on l'utilise quand même. Et puis, ça peut être aussi le Régora, le cabozantinib. Voilà. Et s'il y a une contre-indication à l'association Atezo-Beva, vous pouvez proposer soit le sorafenib, soit le lenvatinib, et puis après, voilà. Ça, c'est la règle actuellement, mais de toute façon, vous proposerez l'ARCP qui décidera pour vous. Donc, pendant plus de 10 ans, les inhibiteurs de la tyrosine kinase ont été les seuls traitements approuvés dans le carcinome hépatocellulaire. 2007, on a le sorafenib, 2017 le régorafenib, 2019 le cabo, et en 2020, Atezo-Beva, 2022 Durva plus Tremé. Donc en 10 ans, vraiment des nets progrès et très encourageants. Donc l'immunothérapie est des stades plus précoces, le futur. Ben voilà, c'est ça en fait le futur qui est déjà maintenant. Je vais vous montrer les protocoles après. Donc, stade précoce, vous voyez, une petite tumeur, voilà. Donc, ça peut être en néoadjuvant, permettant un down staging, dont je vous avais parlé, ça permet d'améliorer le contrôle local et le taux de résection, ou en adjuvant pour diminuer le taux de récidive, soit après une résection, soit après une ablation curative. Dans les stades intermédiaires, c'est la combinaison aux traitements locaux régionaux, avec une chimioembolisation ou avec une radioembolisation, ça permettrait d'améliorer le taux de réponse tumorale et d'améliorer la survie globale, et à un stade avancé, des traitements à visée palliative et des traitements individualisés. Donc pour terminer, je vais vous montrer voilà, tous les protocoles actuellement en cours, et vous voyez que, alors on n'a pas les résultats, mais ils sont tous en cours, et vous voyez que les traitements systémiques sont maintenant, sont donnés maintenant, quels que soient les stades, en adjuvant, en néoadjuvant ou en traitement palliatif. Alors la conclusion, c'est que la radiofréquence et les traitements intra-artériels, chimioembolisation, radioembolisation, restent parmi les options les plus utilisées dans le traitement du CHC non chirurgical. Ce sont des procédures à visée curative ou d'attente avant une transplantation hépatique ou à visée palliative. L'immunothérapie a permis des progrès majeurs dans l'amélioration du pronostic du CHC avancé. Bien sûr, il y a un intérêt certain des combinaisons d'immunothérapie, des traitements locaux régionaux. Il faut attendre les résultats des essais en cours. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique avec des avancées qui sont encourageantes. Donc il n'y aura pas de questions, comme je l'avais dit, pour cette présentation.